ce sont 3 points. Donc, c'est un premier webinaire sur le sujet des soft skills. On a pensé que ce qui était important, c'est de redonner quelques informations, quelques connaissances sur de quoi parle-t-on en fait, et notamment de quoi parle-t-on quand on parle de compétences, pour employer des mots français. Ensuite, on fera un focus sur deux soft skills en particulier, sur deux soft skills qui sont très recherchés dans le monde de l'entreprise, pour vous donner des points sur comment les identifier, mais aussi en fait comment peut-on les valoriser ou les développer, en tout cas, surtout les développer. Et ensuite, on verra en pratique comment chacun peut ou chacune peut identifier dans son parcours ses compétences et comment on peut les valoriser, que ce soit à travers le CV ou dans le cadre de l'entretien, d'un entretien de recrutement. Un petit mot sur la notion de compétence. Ce qui est défini comme étant une compétence, c'est ce qu'on a acquis en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être et que l'on peut mettre en œuvre sans avoir besoin d'acquérir, de passer par la formation. Après, il y a plusieurs niveaux et c'est là qu'on peut aussi les développer. Alors, quand on parle de savoir, on parle de ce qui est des connaissances, c'est-à-dire ce que je sais, ce que j'ai acquis par l'apprentissage, par l'école, par la formation. C'est souvent théorique ou général. On peut parler du droit du travail, un savoir, la philosophie. Enfin, chacun dans son domaine de compétences pourrait en citer. Le savoir-faire, c'est comment en fait on va mettre en œuvre, c'est la pratique, c'est ce que je sais faire. Concrètement, qu'est-ce que je sais faire? Comment je mets en œuvre ces savoirs théoriques qui peuvent être acquis par l'expérience, donc qui témoignent aussi de la maîtrise d'une technique et donc de l'application d'une connaissance. Manager une équipe de X personnes, animer une réunion, rédiger un rapport, conduire un audit, c'est autant de compétences et on pourrait de savoir-faire et la liste est encore longue. Et le savoir-être va être lié au comportement, c'est-à-dire comment je fais pour mettre en œuvre ces savoirs et ces savoir-faire. Pendant longtemps, on a pensé que c'était seulement lié à la personnalité, voire que ça avait un caractère inné. Et finalement, on se rend compte que c'est développé à travers les expériences de la vie professionnelle, de la vie personnelle. Et notamment, donc je vais faire une parenthèse sur à l'université, et c'est le cas donc là où j'interviens, mais aussi dans d'autres formations, où on fait travailler les étudiants sur leurs projets professionnels pour déjà qu'ils puissent s'accaparer en fait quels sont les savoir-être qu'ils ont acquis et développés tant au cours de leurs études que de leur mise en situation à travers les stages. Déjà en prendre conscience et pouvoir éventuellement se dire aussi quels sont ceux qui seront les plus attendus dans ma carrière professionnelle. Il faut savoir, je fais une parenthèse, que lors un chiffre de l'APEC, l'APEC dit que 60% des compétences d'une offre d'emploi sont des soft skills. Donc c'est important et notamment pour les étudiants et les jeunes, pour les jeunes et les autres. Voilà, en tout cas, c'est le comment, c'est comment on fait pour mettre en œuvre ces compétences. Et c'est actuellement très valorisé, ça a été pendant longtemps pas forcément valorisé par les recruteurs, mais c'est finalement cette partie, ce qui peut faire la différence. Alors, les soft skills. Aujourd'hui, nous parlons de soft skills qui sont tout simplement, quand on reprend la terminologie française, les compétences comportementales, et on les différencie bien évidemment des hard skills qui sont les compétences techniques. Alors, quelle est la différence? Tout compte fait, les hard skills ou compétences techniques, ce sont tout ce qui vous donne, c'est celles que l'on peut démontrer facilement par un diplôme, par une certification. Et donc, la preuve, elle est donnée souvent par différentes attestations ou certifications. Les soft skills, justement, c'est à vous de les démontrer. Et pour les démontrer, il faut déjà en avoir conscience. C'est là où il y a toute cette partie mise en pratique que nous vous proposerons par la suite. Pourquoi? Parce que les compétences douces
Ce sont justement des compétences que l'on n'acquiert pas par les diplômes, ni par des études, mais que l'on acquiert tout au long de la vie. Tout compte fait, ce sont des compétences qui ne se perdent pas, mais qui ne font que se bonifier au fil du temps. C'est l'expérience de la vie, tant dans la vie personnelle que professionnelle, qui nous a permis de développer différentes compétences comportementales. Aujourd'hui, on ne peut pas opposer les hard skills aux soft skills, au contraire, elles sont complémentaires. C'est-à-dire que quand on parle de compétences techniques, par exemple, si on parle de comment créer un PowerPoint, par exemple, qui est une compétence technique, il y aura la compétence comportementale de la créativité ou de l'esprit de synthèse qui vont participer à cette compétence technique. Et c'est là tout l'enjeu, c'est de définir quelles compétences comportementales peuvent m'aider à mettre en œuvre toutes mes compétences techniques. Tout compte fait, ça répond à la question « Comment je fais les choses ?» Les compétences comportementales ou soft skills, c'est ce qui définit notre personnalité et donc notre profil. Et c'est dans ce cadre-là que nous utilisons beaucoup cette notion quand nous faisons nos accompagnements, que ce soit dans le bilan de compétences ou dans différents accompagnements que nous proposons. C'est vraiment ce qui participe à l'identité du profil professionnel, à la valeur ajoutée, et c'est ce qui va vous différencier dans les candidatures. Aujourd'hui, avoir des diplômes, ben, tout compte fait, je ne dis pas que c'est plus facile, mais il y a plus de possibilités d'avoir des certifications ou des diplômes qu'il y a 20 ou 30 ans. Tout compte fait de l'expérience avec l'alternance, avec les stages, tout compte fait, beaucoup de personnes en ont aussi. La différence que vous pouvez mettre en avant, ce sont justement vos compétences comportementales. Qui ça, ce sera vraiment ce qui fera de vous une personne unique. Quand je parle de complémentarité, je parle aussi de la présence de l'intelligence artificielle dans notre monde contemporain, qui fait que beaucoup de compétences techniques vont devenir parfois un peu périmées. Je vais vous parler par exemple du secteur de la médecine. Aujourd'hui, on sait que l'intelligence artificielle ou les robots, hein, pour parler d'une façon plus simple, sont capables de faire une lecture d'une radio d'une façon beaucoup plus précise et beaucoup plus fiable qu'un être humain. Alors, on ne va pas rentrer dans la polémique, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Aujourd'hui, à l'école de médecine, c'est vrai que on apprend de moins en moins à lire vraiment une radio, puisque la machine va faire cette analyse, de même une analyse sanguine. Donc, on pourrait croire que les médecins n'auront plus leur place, bien au contraire. Bien au contraire, ils vont pouvoir avoir beaucoup plus de champs d'activité pour développer leurs soft skills, leur comportement avec leurs patients, comment je vais communiquer avec mon patient pour qu'il comprenne quel traitement il doit prendre, pourquoi il doit le prendre, comment je vais rassurer. Voilà, tout ce qui est comportement va pouvoir faire la distinction entre tel et tel médecin. Ils n'avaient peut-être pas, parfois on reproche au corps médical de ne pas toujours avoir le comportement qu'on attend d'eux, peut-être parce que justement, ils étaient beaucoup plus concentrés sur tout ce qui était compétences techniques. Je prends un autre domaine d'activité comme l'informatique. Aujourd'hui, le langage informatique a une date de péremption qui est vraiment très rapide, c'est-à-dire qu'un langage informatique, le temps qu'on finisse son école, même des ingénieurs, le langage qu'ils ont appris, ben, tout compte fait, il est déjà dépassé. Ça va très, très vite. Nous vivons dans un monde, notre monde contemporain est très, très, très rapide à ce niveau-là, dans ce secteur. Or, donc, qu'est-ce que vont avoir, comment un informaticien peut se mettre en avant, si justement, c'est peut-être la capacité de résolution de problèmes. C'est peut-être justement son côté visionnaire, d'avoir, on va aborder différentes compétences comportementales dans quelques minutes, c'est d'avoir cette idée d'anticiper ce qui va se passer ou justement de créer quelque chose de nouveau. Voilà deux domaines dans lesquels où on pourrait croire que
les compétences comportementales n'ont pas leur place, et justement, elles l'ont. C'est ça qui fera la différence. Donc, les compétences comportementales sont avant tout aussi, c'est important de le rappeler, des compétences humaines. C'est vraiment ce qui nous relie à l'humain, et par rapport à l'intelligence artificielle qui a énormément de potentiel, on sait que l'intelligence artificielle ne sait pas traduire les émotions, ne sait pas avoir encore de l'empathie, etc. Donc, c'est là où justement, et ça c'est plutôt optimiste et positif, en fait, la place de l'humain aura de plus en plus de place, justement. À nous de les mettre en avant, de les développer, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus rassurant dans toute cette notion de hard skills et soft skills. Ça nous permet aussi aujourd'hui de nous adapter dans un monde professionnel qui va toujours très vite et qui est très complexe, et de nous différencier et de nous faire notre singularité. Alors pour aller plus loin, je vais corroborer une partie des informations que vous a données Odile, et puis j'illustrerai avec un exemple concret et vécu. Donc effectivement, c'est un intérêt. Alors quel est l'intérêt des soft skills? Alors d'abord pour les salariés, ça va maximiser leurs opportunités. Pourquoi? Parce que si vous avez des compétences comportementales ou humaines dans une activité, si vous en faites une autre, vous pourrez l'utiliser, alors que certains savoir-faire sont liés, sont propres à un métier. Dans ce cadre-là, dans un monde assez incertain, dans le monde incertain dans lequel nous vivons actuellement, ça permet donc de sécuriser son emploi aussi. Parce que ça va permettre cette flexibilité, cette adaptation d'un employeur à un autre, donc de garantir l'employabilité. Alors, les deux premiers points qui concernent l'épanouissement et le bien-être sous-entend le fait qu'avec certaines compétences humaines et sociales, relationnelles, qui permettent, notamment si on parle d'intelligence émotionnelle, qui permettent de bien travailler avec les autres, on peut imaginer aussi que ça permet soit de trouver la bonne entreprise, soit en tout cas d'avoir des relations facilitées avec les autres collaborateurs et se sentir bien, ou savoir changer si besoin aussi. Et pour les entreprises, ça peut être un garant de performance. Si vous avez la bonne personne au bon endroit avec les bonnes compétences, ça évite de frotter, ça évite d'être difficile, de pouvoir identifier vraiment la personne qui va s'adapter à un poste et qui va aussi s'adapter aux changements dans ce monde changeant, dans tout ce que l'entreprise doit mettre en place pour continuer à s'adapter au monde actuel. Au final, alors c'est peut-être ce qu'on défend nous, c'est d'être au bon endroit, à la bonne place, et savoir identifier l'endroit aussi, le bon collaborateur, et pour le bon collaborateur, la bonne entreprise. Là, on défend quelque chose qui nous est propre. Alors, je vous ai dit que j'illustrerai avec un exemple. Je voulais vous faire un exemple dans le monde de l'informatique un exemple que me donnait une personne qui recrute dans l'informatique et qui devait choisir entre plusieurs CV en fait dans le cadre d'une technologie très très spécifique pour lesquelles en fait il y a dans le pool de personnes entre lesquelles il devait choisir, personne n'était formé à cette technologie particulière. Ils avaient tous un diplôme égal d'ingénieur en informatique égal, enfin, en tout cas de niveau égal, donc à savoir un diplôme d'ingénieur en informatique. Son choix s'est porté, ou le choix s'est porté sur le collaborateur qui avait repris ses études tardivement pour valider une expérience professionnelle. Parce que pour le recruteur, c'était gage d'une capacité à apprendre, une capacité à se remettre en question et à apprendre une nouvelle technologie. Donc là, on parle clairement de l'intérêt d'une compétence comportementale qui a permis à un collaborateur d'accéder à un travail, à une mission. Alors, classification des soft skills. Donc, c'est un exercice auquel on s'est prêté qui n'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes façons de classifier les soft skills, et les soft skills sont
innombrables. Il y en a énormément. Nous avons décidé aujourd'hui de faire ce qui nous semblait le plus accessible pour chacun de nous et le plus simple. Et donc, de les classifier en compétences personnelles, compétences sociales ou relationnelles et compétences organisationnelles ou méthodologiques. Donc, déjà, avant tout, se dire surtout que personne n'est parfait. Il est impossible d'avoir toutes les compétences comportementales et surtout d'avoir pour objectif de les avoir toutes. Il est très important avant tout de se connaître. Tout ce travail des soft skills fait partie quand même, qui peut être utilisé avec les outils du développement personnel, qui est tout simplement de bien apprendre à se connaître pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et mieux travailler avec les autres. Et donc, l'objectif de ce glossaire, c'est une liste de différentes soft skills. Non exhaustive. Exactement, c'est de vous donner une idée de comment on peut les organiser. Il y a aussi d'autres organisations on aurait pu faire une classification selon les secteurs d'activité, par exemple. Il y a des secteurs d'activité qui demandent telles compétences comportementales bien identifiées. Alors aujourd'hui, voilà, nous avons fait les trois. Pourquoi? Les compétences personnelles, en fait, c'est ce qui vous appartient. C'est ce qui va vous singulariser, c'est ce qui va vous distinguer en tant qu'individu des autres. Alors, vous avez l'engagement, la motivation, la curiosité, l'autodiscipline, la confiance en soi, la créativité, l'esprit d'entreprise, la pensée critique. Encore une fois, c'est une liste non exhaustive, mais qui vont faire la différence. Pourquoi? Parce que, par exemple, la capacité d'engagement, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce qu'on attend de vous. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui vont au-delà de ce qu'on attend d'elles parce que c'est leur nature, parce qu'elles sont curieuses, parce qu'elles ont envie d'aller plus loin. Voilà, ça peut être quelque chose qui vous ressemble. On parlera tout à l'heure comment les identifier, comment savoir si vous avez telle compétence ou pas. Mais voilà comment on peut définir l'engagement ou la curiosité. La curiosité, pareil, c'est la capacité à aller, à s'intéresser à plein de choses qui peuvent paraître même parfois inutiles, qui sortent de votre domaine d'activité, mais c'est d'aller plus loin. De même, effectivement, cet esprit curieux peut permettre de développer d'autres compétences techniques ou peuvent être très intéressantes dans votre secteur d'activité, comme tout ce qui est marketing ou même informatique ou autre. Donc, les compétences personnelles, c'est ce qui vous appartient, c'est ce qui va encore forger votre identité professionnelle. Les compétences sociales ou relationnelles, pourquoi? Parce que c'est ce qui fait c'est ce qui participe tellement à la bonne ambiance d'une équipe. On sait aujourd'hui, même si on ne l'a pas toujours, on sait aujourd'hui qu'une équipe où il y a une bonne ambiance de travail sera beaucoup plus performante que où il n'y a pas une bonne ambiance de travail, pour être simple. Alors oui, l'empathie, oui, la communication, l'empathie, la capacité à comprendre ce que les autres peuvent ressentir pour mieux travailler avec eux, la communication dont on va parler plus en détail tout à l'heure, ou l'esprit d'équipe pour apprendre à travailler avec tout le monde, à laisser sa place à tout le monde. Ce sont aussi des compétences qui sont extrêmement importantes et qui permettent à l'équipe de mieux travailler. Ce sont donc là les soft skills qui sont liés aux collègues et à la hiérarchie. En troisième, nous avons donné une liste des compétences organisationnelles ou méthodologiques. Alors, ces compétences-là, ce sont celles qui se rapprochent le plus, peut-être, des compétences techniques. Pourquoi? Parce que ce sont ces compétences organisationnelles qui vont vous aider à mettre en place toutes vos compétences techniques. Par exemple, je reprends l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, la capacité technique de faire un PowerPoint, il faut savoir le faire, il y a toute une technicité, et bien d'avoir l'esprit de synthèse ou d'être organisé ou de gérer le temps, ce sont des compétences comportementales qui vont vous aider à mettre en place cette compétence technique. Donc voilà, ce sont celles qui se rapprochent peut-être le plus de la compétence technique et quoi qu'il en soit, elles sont préalables à la mise en place de ces compétences techniques. Si je peux
pour ajouter sur le fait de proposer une classification, c'est qu'en fait, on se rend compte à travers notre pratique quotidienne de la difficulté d'identifier, en fait, d'identifier les compétences, et notamment les compétences comportementales. Donc, le fait de proposer une classification, ça peut permettre de mieux identifier et de mieux cibler celles qui vous sont propres. Oui, nous en avons choisi deux, la résolution de problèmes et la communication. Alors, ce sont effectivement deux compétences qui seront fortement recherchées par les entreprises actuellement et aussi par expérience, ce sont deux compétences qu'on retrouve régulièrement chez les bénéficiaires, chez les clients qu'on accompagne, notamment en bilan de compétences, et qui sont fort utiles en général. Elles ont été fort utiles dans l'ensemble de la carrière, soit dans le choix des études, mais aussi dans les différents postes. La résolution de problèmes, donc les pointés, ça va être une capacité d'analyse des personnes qui sont orientées solutions, où ils se retrouvent dans une situation, ils vont rapidement trouver une solution, ils vont surtout avoir un certain goût, une certaine appétence aussi pour le faire, ce qui va leur permettre de s'adapter à des univers complexes, mais aussi à agir finalement rapidement. Si vous réfléchissez autour de vous, vous avez peut-être des personnes comme ça qui sont capables très rapidement et qui aiment ça, en fait, se retrouver face à une difficulté et rapidement chercher une solution qui va être pragmatique, efficace, alors que d'autres vont partir dans des coins, des recoins, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés. Ils auront d'autres qualités, mais ils auront plus de difficultés pour cela. Donc ça, c'est une compétence que certains ont déjà, mais que d'autres pourraient vouloir développer. Alors, on le retrouve effectivement dans les métiers de l'ingénierie, on peut le retrouver aussi dans des petites structures dans lesquelles il va falloir rapidement mettre en œuvre des solutions et où en fait on a souvent plusieurs fonctions, donc on peut être amené à trouver des solutions dans des domaines qui ne soient pas forcément les nôtres. Et dans le SAV, dans le service après-vente d'une manière générale, enfin dans tout ce qui peut être apport de solutions à des clients, on le retrouve régulièrement. Alors, comment on peut le développer? On peut le développer aussi, vous pourriez me dire, ben, moi, ce n'est pas mon fort, mais j'ai envie de le développer parce que c'est utile dans le domaine dans lequel je veux évoluer. Donc, on peut se contraindre à changer de point de vue sur un problème, le voir d'une autre manière, pour voir quelle solution en fait, pourrait apparaître. En général, quand on cherche dans une seule direction, on passe à côté. Mais ça peut être aussi en mettant en œuvre de la méthodologie. C'est tout simplement acquérir une méthodologie, et il en existe, qui permettent de gagner en efficacité, d'être plus efficace. Et aussi, parfois, il existe des jeux, des casse-têtes. Tous ces petits jeux informatiques, tout compte fait, vous aident à développer cette capacité de résolution de problèmes. En fait, ça joue sur la plasticité du cerveau qui cherche une nouvelle solution. Donc, je vais vous parler de la communication, qui est bien évidemment une compétence phare dans le monde professionnel. La communication, ben, c'est pas seulement parler, bien évidemment, c'est la capacité à engranger énormément d'informations et surtout de les reformuler et de les retranscrire pour tous. C'est-à-dire, c'est la capacité à se faire comprendre par chacun de nous, de s'adapter à toute personne pour que la personne comprenne le message. Alors, la communication, nous allons parler après de la transversalité de toutes ces compétences, mais la communication, c'est avant tout la communication verbale et non verbale. Hein. On sait que c'est la communication, dans la communication orale, la communication non verbale est largement, comment dire, c'est ce qui prend toute la place. Hein. Plus de 90% de la communication orale est de la communication non verbale, c'est-à-dire comment vous regardez, comment vos mimiques, vos expressions, comment nous nous habillons, le paralangage, c'est-à-dire sur quel ton de voix nous parlons, le rythme, le début, et les mots ont extrêmement peu de place, mais bon, ils ont aussi leur sens, mais tout compte fait, ils ont peu de place dans cette communication orale.
La communication, ben, c'est important de bien se faire comprendre, mais c'est aussi important de communiquer avec ses collègues, avec sa hiérarchie, avec ses clients. Donc, dans tous les métiers où il y a de l'interaction humaine, elle a sa place, hein. Bien évidemment dans la vente, la formation, l'enseignement, mais aussi la santé, hein, je reprends l'exemple du médecin qui doit justement apprendre à communiquer un traitement pour convaincre son patient que c'est le bon traitement, ou de convaincre de changer de vie, de faire attention à lui. Donc tout ça, ça passe par les capacités de communication avec tout ce qu'on peut imaginer comme le choix du vocabulaire, le ton pour la persuasion, et la capacité d'écoute qui rentre évidemment dans la compétence de la communication, puisque le premier outil de la communication, c'est avant tout l'écoute. Alors, c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut développer ces capacités de communication, c'est-à-dire d'écouter l'autre, de l'observer, de le voir pour mieux savoir qui il est. Et alors, dans la communication, nous avons cette énorme faculté humaine qui est assez naturelle quand même pour la plupart d'entre nous, c'est de s'adapter à la personne que nous avons en face. Donc, c'est quelque chose quand même qui se fait d'une façon assez innée, mais que l'on peut développer, bien évidemment, hein. Nous sommes entourés de personnes publiques comme les hommes politiques ou les grands orateurs qui ne sont pas toujours des grands communicants, mais qui apprennent à le faire. Donc, mais avant tout, c'est l'écoute et l'identification de la personne que l'on a en face, qui est le premier outil de la communication. Et on peut se former. Alors, on peut se former à travers des outils. Nous formons à ce type de posture, hein, savoir communiquer en public, etc. Mais on peut se former à travers tout seul aussi, en apprenant à parler, à se regarder. On peut se former tout seul face à une glace, hein, en se regardant et en étant son propre critique, hein. On est souvent assez exigeant avec soi-même. Mais d'une façon, quoi qu'il en soit, la communication, pour développer sa communication orale, ça se fait toujours à voix haute, hein. Ça, c'est incontournable, et de bien regarder comment on fonctionne, les mimiques, et le message que l'on veut faire passer par les yeux. On sait tout dire par les yeux, et parfois on fait semblant d'oublier. On sait dire je t'aime, on sait dire je te déteste, je te méprise, on sait tout dire. Donc il y a ce potentiel que l'on peut mettre en place à travers la formation pour la communication. Qu'est-ce que nous avons voulu évoquer là? Nous avons voulu évoquer le fait qu'il faut être stratège quand on veut identifier ses soft skills, c'est-à-dire d'en choisir. Il y a différentes listes, on vous a proposé une liste, mais il y en a beaucoup d'autres, et elle est non exhaustive, encore une fois. Donc, il faut être stratège pour savoir qu'est-ce qui est important pour moi dans mon secteur d'activité et qu'est-ce qui est à ma portée. C'est le premier axe d'identification. Mais c'est se dire aussi, cette compétence, elle est transversale, c'est-à-dire qu'il y a différents secteurs d'activité où elle peut être très importante. La communication, comme je viens d'en parler, bien évidemment, c'est une compétence qui est transversale, qui touche différents domaines d'activité. Les soft skills sont tout le temps transversales, contrairement à certaines hard skills, justement. Quand on fait écrire un langage informatique, eh bien, il y a des domaines d'activité où on n'en a pas besoin. Alors que la compétence comportementale ou soft skill, eh bien, elle pourra toujours avoir sa place, quel que soit le domaine d'activité. Par contre, à vous d'identifier et de cibler avec stratégie en quoi elle peut vous être utile et qu'est-ce qui peut être important dans ce secteur. Donc, elle a un intérêt dans le cadre de la reconversion professionnelle. Quand on veut changer de vie, il y a des compétences que l'on a acquises donc tout au long de sa vie et qui peuvent vous aider justement quand on n'a pas, par exemple, encore l'expérience, quand on est dans reconversion. Bien évidemment, il y a toujours un premier jour, le premier jour de ma nouvelle vie où je fais ce nouveau métier. Donc,
la compétence comportementale, par exemple, adaptabilité, peut conforter la compétence technique que vous n'avez pas complètement acquise. Et c'est ça qui pourra vous aider à mettre en avant, oui, je ne connais pas encore, je ne l'ai jamais fait, mais oui, je suis quelqu'un d'adaptable, voilà, voilà ce que j'ai fait dans ma vie, voilà comment je peux illustrer cette compétence. Et c'est parce que je suis très adaptable que je vais très rapidement acquérir tout ce qu'il faut savoir faire dans mon nouveau métier. Les compétences, les soft skills sont aussi la garantie d'employabilité et les mobilités professionnelles. Pourquoi? Parce que l'employabilité, c'est justement se redéfinir chaque jour. Le monde contemporain va très vite. C'est se redéfinir chaque jour dans ce qui existe. Où est ma place? Comment je peux me singulariser? Et comment je peux dire je suis unique dans cette employabilité. Voilà pour la compétence transversale des soft skills. Alors, identifier ces soft skills, oui, c'est la valeur ajoutée. Au début, quand nous avons commencé à travailler chez Vast RH sur les soft skills, nous avons d'abord travaillé surtout avec les seniors. Nous sommes des partenaires de la Cité des métiers, nous avons travaillé aussi avec l'APEC. Ça concernait, nous avions plutôt développé cette thématique pour les seniors. Pourquoi? Parce que, évidemment, plus on avance dans la vie, plus on a d'expérience et ça fait les seniors qui parfois ne sont pas toujours bien accueillis dans le monde professionnel. C'était une façon d'optimiser leur profil et de leur dire oui, oui, vous avez cette valeur ajoutée, oui, vous en savez plus que les autres parce que vous avez vécu plus longtemps, parce que vous avez plus d'expérience, parce que toutes ces vies que vous avez vécues, toutes ces expériences sont aujourd'hui un capital que vous pouvez utiliser. Aujourd'hui, bien évidemment, nous sommes aperçus que, en fait, cette valeur ajoutée, parce que nous accompagnons toute personne, hein, nous accompagnons aussi des étudiants et de jeunes diplômés, des personnes de tout âge. En fait, cette valeur ajoutée, elle touche chacun de nous, et elle vous permet de singulariser votre profil. Comment les identifier? C'est tout simplement, c'est un retour en arrière. C'est un travail sur lequel on passe beaucoup de temps, c'est-à-dire d'identifier les moments clés de votre vie, ces moments qui ont fait que il a fallu mettre des actions en place, il a fallu se heurter à des émotions qui n'étaient pas toujours positives. Et effectivement, quelles sont les choses que je n'ai plus envie de vivre, mais tout compte fait, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai pu développer grâce à ce moment de vie vécu? Oui, ça c'est un point sur lequel on revient souvent, et je reviens souvent avec les étudiants aussi, ou avec les personnes qui préparent un entretien. C'est, on apprend dans ce qu'on sait faire, quand on maîtrise une activité, mais on apprend aussi quand on sort, et surtout quand on sort de sa zone de confort, donc quand on est confronté à une difficulté, et c'est au moment où on la dépasse qu'on développe en général de fortes compétences. Donc, pas avoir peur de les regarder, ces moments difficiles, parce qu'en général, on se rend compte que c'est là qu'on a appris, l'essentiel étant après de l'avoir et qu'on l'a en général remis en œuvre dans une autre situation. Je fais le lien, je fais le relais avec l'illustration. Donc, à travers ce que vous disiez, Odile, effectivement, on travaille énormément sur cette partie, en fait, de vraiment retracer le parcours professionnel et personnel, et je vous encourage à le faire pour pouvoir identifier effectivement quelles seront les récurrences, quels sont les points ou les points d'accro, ou au contraire, ce qui s'est même bien passé, dans lequel vous avez été à l'aise, pour identifier certaines compétences comportementales ou humaines ou soft skills. Et l'important sera de pouvoir les illustrer. En fait, ce que va attendre un recruteur ou même pour vous donner confiance, en fait, ce qui va être important, c'est pouvoir l'illustrer. C'est-à-dire un mot en lui-même ou une liste, comme vous l'a présenté tout à l'heure, si elle est dénuée de vécu, elle va être dénuée de profondeur aussi, et elle ne sera pas forcément perçue comme réelle ou comme aussi développée que ce qu'elle est réellement. Donc, illustrer, ça veut dire trouver des preuves, fournir des exemples, être capable de développer des exemples qui vont montrer, en fait, faire le lien vraiment avec ce vécu professionnel et personnel. La personne que vous avez en face de vous, elle doit être capable de vous imaginer
en train de faire, de faire l'action ou de mettre en œuvre cette compétence comportementale. Ça, c'est un point qui est hyper important, que ce soit, encore une fois, pour soi-même, pour conforter ses propres, se conforter dans ses compétences, et pour pouvoir les retranscrire auprès d'un éventuel employeur ou d'un client, quelle que soit votre situation. Ce qui permet de faire le lien avec le CV. Pour le CV, on en a, donc une fois qu'elles sont identifiées, l'idée, c'est de ne pas toutes les mettre dans un CV, pour les raisons qu'évoquait tout à l'heure Odile, par exemple, parce qu'elles ne sont pas toutes attendues pour le poste recherché, ou pour l'activité ou dans l'activité recherchée. L'idée, ce n'est pas de noyer non plus les personnes qui sont en phase, pour qu'ils puissent vraiment avoir une bonne lecture, qu'elle soit la plus claire possible. Donc, c'est vraiment sélectionner celles qui vont être importantes et recherchées, et c'est celles-ci qui doivent être valorisées dans le CV. Alors, soit dans une catégorie à part, soit dans le cadre d'une approche. Ça, c'est des points dont on peut parler aussi, notamment c'est ce qu'on fait dans les formations de techniques de recherche d'emploi. Ça, c'est une partie importante. Après, comment on peut le valoriser. Et le dernier point, c'est s'entraîner à haute voix. Alors, pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez effectivement identifié quelle est la soft skill qui vous appartient, dans laquelle vous vous reconnaissez et qui a son sens par rapport à votre projet professionnel ou qui a son sens dans votre domaine d'activité, une fois que vous avez que vous avez fait le lien avec votre vécu, il faut s'entraîner à voix haute. Pourquoi? Parce que pour bien parler, il faut le faire à voix haute, et surtout, ça a la force de la sincérité. Moi, j'ai fait énormément de recrutement, et c'est vrai qu'à chaque fois, à compétences égales, à diplôme égal, à chaque fois que les personnes me parlaient d'elles en me faisant un lien avec ce qu'elles avaient vécu, le fait de sentir cette sincérité, ce vécu, ça fait vraiment pencher la balance de votre côté, parce que c'est vrai, tout simplement. Et tout ce que l'on dit avec son cœur, avec ses émotions, avec son engagement, quand c'est lié à ce qu'on a vécu ou ce qui a été positif et qui est parfois parti d'une situation difficile, ça a vraiment son poids. Mais encore une fois, c'est vraiment à voix haute que vous arriverez à le faire, car c'est entre ce qu'on a envie de dire, ce que l'on sait dire et ce que l'on arrive à dire, il y a un énorme décalage. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire, soit en face d'une personne que vous aimez bien ou qui peut avoir l'esprit critique. L'esprit critique, c'est-à-dire de vous dire ce qu'il y a de bien ou de pas bien, soit si vous êtes seul, de le faire en face d'un miroir et de vous parler en mettant toute votre force de conviction et en vous laissant parler avec vos émotions, que ça aura sa place. Donc, voilà, ce sont ces quatre axes pour identifier et valoriser vos soft skills, sachant que nous n'avons pas parlé de la lettre de motivation parce que nous le ferons en atelier. Bien évidemment, c'est aussi dans la lettre de motivation qu'il y a le paragraphe où vous parlez de vous et vous faites le lien avec l'entreprise, où il s'agit de les mettre en avant et de ne pas hésiter à faire le lien avec une expérience passée.